Alors, bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce webinaire de l'inclusion donc organisé par À compétences égales. Je suis Charlotte, chargée de mission au sein de l'association et doctorante en sociologie à Sciences Po Paris. Pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas encore l'association, À compétences égales œuvre au quotidien pour pouvoir promouvoir l'égalité et la diversité dans l'accès à l'emploi, ainsi que tout au long des parcours professionnels. Les webis de l'inclusion sont des événements ouverts à toutes et tous, professionnels du recrutement, candidats à l'emploi, étudiants, journalistes ou encore chercheurs. Et l'objectif est de faire dialoguer experts, chercheurs et membres de l'association afin de pouvoir mettre en lumière nos engagements en faveur de l'inclusion et de la lutte contre les discriminations dans le monde du travail. Donc, comme vous pouvez le voir à l'écran, d'autres webinaires sont déjà programmés, leurs dates apparaissent et nous pourrons également vous transmettre les informations de connexion par email et voilà, pour pouvoir s'inscrire à ces webinaires. Donc, celui d'aujourd'hui accueille Francisco Bettencourt pour un éclairage à la fois historique et contemporain sur le racisme. D'autres thématiques, comme vous pouvez le voir, seront abordées, notamment les discriminations liées à l'apparence physique ou encore à la grossesse. Concernant le déroulé de cette session, donc je commencerai par un échange avec notre invité sous forme de questions-réponses. Vous pouvez réagir tout au long de la discussion en posant vos questions par écrit dans le chat. Donc, je vous invite pour l'instant à désactiver vos micros. Et voilà, si des questions vous viennent en tête pendant que nous sommes en train d'échanger, vraiment, voilà, n'hésitez pas à les écrire afin de ne pas les oublier. Et puis, dans tous les cas, il y aura un temps d'échange à l'oral, hein. Vous pourrez prendre la parole à la fin pour que vous puissiez poser vos questions. Donc, je voulais également préciser que ce webinaire est enregistré, hein. Anne Gallo va bientôt lancer l'enregistrement et sera ensuite diffusé sur notre chaîne YouTube. Donc, pas d'inquiétude, vos noms ne vont pas apparaître à l'écran, hein. On va faire un montage, hein, pour que voilà, vous puissiez on puisse vous garantir l'anonymat, hein, dans le cadre de ce webinaire. Donc, il y aura uniquement mon nom et celui de Francisco Bettencourt, hein, qui apparaîtront à l'écran pour l'enregistrement sur YouTube. Donc, avant d'ouvrir la discussion, je vais présenter notre invité. Francisco Bettencourt est professeur d'histoire au King's College à Londres. Son ouvrage Racisme a récemment été publié en français aux éditions Harpa. Il avait déjà été édité dans d'autres langues, notamment en anglais, mais si je ne me trompe pas, également en espagnol et en arabe. Je partagerai dans le fil de discussion le lien vers le site de l'éditeur, hein, pour voilà, il est affiché à l'écran, mais pour que vous puissiez aller directement sur le site si vous souhaitez en savoir plus sur cet ouvrage. Ces recherches portent sur l'histoire du racisme et du colonialisme, avec une approche interdisciplinaire qui croise à la fois histoire, sciences sociales et analyse politique. Il a récemment été invité sur France Culture pour présenter cet ouvrage et je pourrais également partager le lien de cette émission, voilà, qui nous avait beaucoup intéressés et c'est pour ça qu'on a voulu l'inviter aujourd'hui. Donc Francisco, nous vous remercions très chaleureusement d'avoir accepté cette invitation. Et sans plus attendre, je vais commencer à vous poser une toute première question. Donc, tout d'abord, pouvez-vous définir le racisme, hein? Comment il se définit? Puisque ce qui est intéressant dans votre ouvrage, hein, c'est qu'en fait, vous montrez qu'il y a plusieurs critères avec lesquels on peut définir le racisme, hein, donc supposément biologique ou ethnique, mais également religieux. Donc voilà, nous vous laissons revenir sur cette définition élargie du racisme. Merci de l'invitation, c'est un plaisir d'être ici. La définition que j'ai choisie, c'est que le racisme est un préjugé lié à l'ascendance ethnique, couplé par l'action discriminatoire. Donc pour moi, il y a deux aspects du racisme, le préjugé concernant l'ascendance ethnique, mais aussi l'action discriminatoire. Du point de vue historique, il est important de s'appuyer sur ces deux volets du racisme. Mes collègues psychologues, ils sont intéressés aux préjugés, pas tellement à l'action discriminatoire, mais en histoire, on ne peut pas interroger les gens, et même il est beaucoup plus efficace de se concentrer sur ces deux volets et ne pas ignorer l'action discriminatoire. Il y a pas mal de moments où on voit qu'il y a des préjugés, mais il n'y a pas d'action discriminatoire explicite, directe, visible. Et donc, c'est ça le problème. C'est qu'est-ce qui qu'est-ce qui fait déclencher des actions discriminatoires? Et là, je reviens sur
la thèse de mon livre, le racisme est toujours déclenché par des projets politiques, de monopolisation de ressources, de domination sociale, économique et politique. Et aussi, dans la recherche que j'ai menée à bout, il y a pas mal de moments où on trouve, excusez-moi, mais il y a une Oui, voix que ouais. j'entends. Il y a un micro qui n'est pas, et on est en train de chercher, il y a un micro qui n'a pas été coupé. Si vous pouvez le couper, vous pouvez copier vos micros. Hop, je vais en désactiver un ici. Normalement, c'est bon. D'accord, merci. Non, Ouais, il n'y a pas de souci. c'était une Ouais. distraction. Oui, oui, tout Donc, à fait. je reviens là-dessus. Donc, il y a le problème du projet politique que je crois que fait déclencher l'action discriminatoire. Mais il y a aussi dans ma recherche le refus d'une vision essentialiste du racisme qui serait partagée par tout le monde. Je ne vois pas ça. Il y a des moments d'action discriminatoire, mais il n'y a pas un constant, il n'y a pas une situation permanente dans tout le monde, pas du tout. Et donc, je rejette cette vision essentialiste parce que si tous sont racistes partout, il n'y a pas de problème de racisme. Ça, c'est un peu idéologique. C'est vrai, Et ouais. moi, j'ai essayé de trouver et d'avoir une approche ouverte et pragmatique pour voir ce qui se passait vraiment dans le passé. Donc, l'autre aspect de ma recherche que je peux souligner ici, c'est la pluralité de formes de racisme. Même si on tient à cette définition, il y a des formes de racisme qui veulent justifier, légitimer des hiérarchies. Par exemple, l'expansion européenne a produit une certaine division internationale du travail, a élargi et déplacé des gens esclavisés de l'Afrique vers l'Amérique, par exemple. Donc, tout le système de plantation a été créé. Et donc, là, il y a eu une nouvelle forme aussi d'esclavage. Et le racisme, il y a ce racisme euh, qui, euh, qui a pour but justifier ce genre de division internationale de travail. Donc, les Africains étaient considérés inférieurs et des esclaves naturels, disons, pour utiliser une formule d'Aristote. Et donc, il y a un racisme de justification. Mais il y a d'autres formes de racisme qui visent la compétition. Par exemple, lorsque les Juifs et les musulmans ont été contraints à se convertir au christianisme vers la fin du Moyen Âge, en Espagne et au Portugal, euh, ils sont, ils ont été ensuite discriminés, et ce qui était une violation du principe universel de l'Église chrétienne. Ça a été repoussé au premier moment par les rois et les papes, mais il y a eu des mouvements du bas en haut pour des émeutes. Et finalement, les statuts de pureté de sang ont été adoptés, d'abord en Espagne, après en Portugal. Pas partout, mais quand même, ils ont été très importants. Et ils ont consacré cette discrimination, qui était une discrimination contre la compétition de gens qui étaient extrêmement compétentes. Les Juifs plutôt dans les villes, dans tout le milieu urbain, et ils étaient des artisans, des financiers, des commerçants, des marchands. Et les musulmans convertis, les morisques, étaient plutôt dans le monde rural et aussi très compétents, et aussi dans le monde industriel, de la soie, par exemple, en Espagne, dans la céramique,
Les Maoristes avaient cet héritage très important. Et on voit dans l'histoire des moments où la compétition a été très importante. Par exemple, vers la fin de l'Empire ottoman, la compétition avec les Arméniens, entre les Turcs et les Arméniens. Nous connaissons bien l'histoire. La compétition avec les Grecs. Donc, si on voit, donc il y a plusieurs formes de racisme, c'est ce que je soutiens, et pour légitimer la division internationale du travail, mais aussi pour écarter la compétition. Oui, j'avais coupé Charlotte, mon micro. C'est bon, c'est moi qui ai coupé D'accord. pour éviter qu'il y ait du bruit autour. Donc, merci beaucoup en tout cas. Et on va y revenir notamment sur la question des conversions forcées au christianisme des juifs et des musulmans en Espagne. Et avant cela, je voulais à nouveau, voilà, pour expliciter vraiment les distinctions que vous pouvez faire. Vous l'avez un petit peu abordé, mais vous distinguez bien justement les préjugés racistes individuels et les formes de discrimination systémique. Euh, Est-ce que vous pouvez expliciter cette distinction encore et nous donner peut-être des exemples historiques et aussi contemporains qui montrent comment ces deux dimensions s'articulent, mais sans se confondre, hein. Et puis parce que vous l'avez dit, vous êtes contre cette idée un petit peu de dire tout le monde est raciste, etc., parce que sinon ce ne serait pas un problème. Donc peut-être est-ce que vous Exact. pouvez un petit peu revenir là-dessus, parce qu'il y a voilà, de bien diviser ces formes systémiques et individuelles, peut-être. Oui, tout à fait. Bon, il y a les formes individuelles aussi résultent d'une certaine inertie, parce que s'il y a eu des actions discriminatoires dans le passé, les gens, d'une certaine façon, ont intériorisé les préjugés et peuvent reproduire ces préjugés d'une façon individuelle. Même dans un système normatif antiraciste comme nous vivons aujourd'hui, après la Deuxième Guerre mondiale, après la Déclaration universelle des droits de l'homme des Nations Unies, et après toute la législation qui s'est suivie contre l'action discriminatoire raciste, il y a quand même pas mal d'opinions qui reflètent des préjugés contre des minorités. Et il y a des gens individuellement qui manifestent leur rejet. Par exemple, une mère ou un père qui ne sont pas contents que le fils ou la fille aille un- un rapport avec quelqu'un d'une autre partie du monde. Donc, il y a des préjugés qui sont là et nous connaissons des cas individuels. Mais la différence, c'est que ces cas individuels, il peut y avoir des rejets, il peut y avoir des mécontentements, mais il est difficile d'exercer une action discriminatoire systématique. Donc, le problème, c'est quand il y a des mécanismes structurels, disons, qui systématiquement privilégient l'embauchement, par exemple, de gens de l'ethnie de référence, la majorité, et qui rejettent les minorités. Donc ça, c'est un problème. On peut, du point de vue historique, on peut voir d'autres cas comme Voltaire, il y avait des préjugés contre les Juifs et il a exprimé ces préjugés, même s'il avait des rapports avec certains Juifs et qui ont établi une correspondance avec lui d'ailleurs. Mais le cas de Voltaire est plus compliqué parce que il avait une vision, disons, déiste. Il avait un conflit avec l'Église catholique et voulait dire que l'Église catholique avait hérité le ritualisme, le supposé ritualisme des Juifs. Donc, il avait un héritage. Et donc, il attaquait les Juifs pour attaquer mieux l'Église catholique. Donc, le cas de Voltaire, même le cas de Voltaire est plus compliqué de ce qu'on peut supposer avec une approche un peu superficielle. Donc, je fais la distinction entre les cas individuels qui résultent de plusieurs euh,
disons, segments d'héritage de plusieurs préjugés qui s'accumulent d'une certaine façon, Mhm. et l'éruption de phénomènes de discrimination qui arrivent de temps en temps et qui sont, dans la plupart des cas, d'ailleurs, je suis convaincu que c'est dans tous les cas, c'est un petit peu la thèse, par des projets politiques d'affirmation d'une supériorité et d'exclusion de minorités. Merci beaucoup, Francisco. À nouveau, voilà, ben, vraiment pour avoir tous les enjeux en termes de définition, voilà, pour avoir vraiment quelques points historiques. Finalement, depuis quand on peut parler de racisme en Europe et sous quelle forme il apparaît historiquement, puisque vous évoquez les croisades, vous l'avez évoqué, les statuts de pureté de sang en Espagne à partir de 1449, et notamment voilà, l'expulsion ou la conversion forcée des Juifs et des musulmans, le début de la colonisation en 1492, mais si au Moyen Âge, en fait, il y a aussi de l'antisémitisme et des formes de racisme qui visent les populations nomades en France, par exemple, hein. Donc finalement, est-ce que vous pouvez revenir sur ces différentes séquences et sur la distinction que vous proposez entre racisme interne à l'Europe et racisme externe, plutôt lié à l'expansion coloniale? Voilà. Bon, l'expansion coloniale a élargi énormément les préjugés ethniques parce que d'un côté, vous avez euh, hum, disons, reconnaissance, exploration d'autres continents, et aussi l'idée qu'il y avait une population dans le monde beaucoup plus importante qui était, ce qui était connu vers le début du Moyen Âge. Et donc, il y avait en partie cette idée de comment prendre un certain sens, comment placer cette énorme variété d'êtres humains dans tout le monde. Donc, on peut imaginer aussi la tête des Européens qui partent et qui explorent d'autres continents. Comment rendre significatif et comment créer une certaine connaissance des autres peuples. Et donc, il y a un moment très important de reconnaissance, euh, aussi un moment d'acceptation que la chrétienté euh, n'est pas la majorité dans les peuples du monde. Donc, il y a aussi cette prise de conscience au XVIe siècle. Mais quand même, le grand mouvement est le mouvement d'affirmation d'une supériorité européenne. C'est très intéressant parce que même avec les croisades, euh, Jérusalem était placée au centre du monde dans la cartographie européenne médiévale. Et au XVIe siècle, la cartographie européenne commence à placer l'Europe elle-même au centre du monde. Donc, il y a un bousculement de vision, de perspective, même géographique. Et c'est cette expansion qui a, d'un côté, rendu les Européens conscients, ou certains Européens qui exploraient les autres continents, conscients d'un monde vaste, avec beaucoup de peuples, et qu'ils voulaient classer et rendre un petit peu euh, euh, reconnaissables. Et d'autre côté, il y a cette affirmation d'une supériorité parce que c'était les Européens qui ont commencé à explorer d'une façon plus systématique le reste du monde. Et donc ça, et aussi, ils avaient des projets de colonisation et de domination des peuples d'autres continents. Donc c'est comme projet politique, il y avait ce basculement du centre du monde placé à Jérusalem et le centre du monde placé en Europe elle-même. Et après, je crois qu'il y a un moment clé
le premier atlas du monde organisé par Abraham Ortelius. D'ailleurs, c'était la couverture de l'édition anglaise du livre du racisme, où l'image est très intéressante. C'est un portail. L'Europe est en haut, préside la situation, toute vêtue, avec des symboles, avec des arts libéraux. Et en bas, il y a à sa droite l'Asie, la représentation de l'Asie. À gauche, il y a la représentation d'Afrique. Et l'Asie avec des vêtements transparents, la sensualité, la légèreté, l'incens. Et l'Afrique avec le soleil derrière la tête, la signification grecque d'Éthiopie, euh, et à peu près sans vêtements. Et en bas, il y avait l'Amérique avec une représentation de cannibalisme. Donc, il y avait cette personnification des continents qui préfigurait déjà des races humaines liées au continent et où l'Europe était placée dans une position de suprématie. Et ça, c'est la couverture, la page de titre du premier atlas créé en Europe par Abraham Ortelius en 1570, qui est très tôt. Et cette image des quatre races du monde s'est répandue et il y a des centaines, une collègue a compté, il y a 400, au moins 400 images très semblables jusqu'au début du XXe siècle. Et une des dernières est celle de Carpeaux au, au- au- au Jardin de Luxembourg avec la figuration, la personnification des quatre continents. Donc c'est un petit peu la fin de cette série. Et donc il y avait l'expansion européenne avec ses projets coloniaux, a un petit peu organisé une hiérarchie des races du monde. D'ailleurs, le problème des races dès le début est un problème très, très sensible parce que comment identifier les divisions de races, comment caractériser les races, parce que la couleur de la peau est un phénomène très très difficile même du point de vue visuel à définir. C'est une question de pigmentation de la peau. Dire que c'est biologique, d'accord, il y a une pigmentation, mais il n'y a pas plus que ça. Et donc, il y a plus de différences entre les gens africaines qu'entre des Africaines et des Européens, par exemple, à l'intérieur d'Afrique. Et donc, même les essais de définir une différence biologique vers la fin du 19e siècle et après, avec des régimes clairement, explicitement racistes comme le nazisme en Allemagne, ils n'ont jamais trouvé aucune différence biologique entre les supposées races. Et donc, euh, euh, c'était cet effort d'expansion européenne qui a produit cette classification qui a été d'ailleurs au XIXe siècle, cette classification des races a été euh, rejetée par Pritchard en Angleterre et par von Humboldt parce qu'il disait c'est complètement arbitraire définir les races par ce genre de critères. Et donc la couleur de la peau ne vaut rien. Et donc, parce qu'il y a tellement c'est infini les différences de couleurs, donc c'est tout possible à définir des frontières, et ça n'a pas ça ne signifie pas rien du point de vue biologique. Donc, l'expansion européenne, d'une certaine façon, a façonné cette conception des races. Et là, c'est un aspect que je réclame, c'est que les races n'ont pas
précédé le racisme. Et c'est curieux parce que la vision consensuelle entre les historiens jusqu'à à l'année 2000 à peu près était celle-ci que les races, la théorie des races a précédé le racisme. Ce qui était une idée curieuse, hegelienne, d'avoir des idées qui précèdent les pratiques. Et à mon avis, dans ce cas-là, pour moi, c'est évident que le racisme, le préjugé, accompagné par l'action discriminatoire, a précédé la vision des races. Donc, il y avait du racisme déjà avant 1570, avant cette représentation des races par Ortelius. Et, euh, et donc, il faut regarder dans la longue durée, même si le mot racisme n'existait pas avant le 19e siècle, nous savons, et Lucien Febvre, ce grand historien français, il avait euh, considéré que les phénomènes existent parfois sans les mots. Les mots peuvent être créés après, mais on peut reconnaître les phénomènes avant. Et c'est pour cela que j'ai pris beaucoup de temps à établir une définition de racisme assez bref, mais je crois suffisamment avec un contenu suffisant pour regarder et trouver les phénomènes dans le passé. Merci beaucoup, c'est extrêmement intéressant. Et peut-être justement, alors, pour revenir sur cette date un petit peu historique, ce que vous dites, c'est que donc, si le racisme précède l'aspect théorique des races, vous diriez qu'effectivement, il y a ce racisme interne aussi à l'Europe. Avant 1449, vous diriez, si on prend l'exemple de la France, sur, par exemple, bah, ce que j'évoquais, il y a, si je prends l'exemple de la France, oui, il y a des populations nomades et juives qui sont déjà ciblés en tant que, un petit peu, enfin, en tant qu'ennemis internes à la France. Qu'est-ce que vous diriez? Comment on explique? Est-ce que c'est aussi un projet politique parce qu'on les assigne à certains rôles, à Hmm. certains métiers? Voilà, si vous pouvez développer là-dessus, peut-être que vous avez d'autres exemples, voilà, Oui, mais le doute, c'est que, bon, dans le cas de l'Europe médiévale, il y a la christianisation du nord de l'Europe. Et donc les peuples du nord et de l'est de l'Europe ont été ciblés, mais dès le moment où ils sont christianisés, ils ne sont plus marginalisés donc, du point de vue politique, c'est une situation beaucoup plus intégrée. Il y a d'autres cas beaucoup plus compliqués. Par exemple, les Samis oui, oui. en Scandinavie qui sont restés dans les marges. Et von Linné, il a visité les Samis et il a fait un portrait. Il a fait faire un portrait de soi-même avec des vêtements des Samis. Mais il a écrit sur eux avec pas mal de préjugés. Il avait été bien accueilli, mais il a écrit des choses sur eux qui sont un petit peu difficiles à assimiler. Mais il y a donc les Samis, et c'est un cas de marginalisation. Le cas des Irlandais est un cas encore plus compliqué parce qu'ils étaient aussi des chrétiens et la colonisation anglaise a projeté pas mal de préjugés contre les Irlandais qui se sont prolongés dans le temps. Et après, il y a eu les minorités religieuses, les juifs et les musulmans. Et les musulmans ont transformé c'était une majorité à certains moments dans la péninsule ibérique et en Sicile, par exemple. Ils ont été transformés en minorité avec la conquête chrétienne, c'était un petit peu les croisades occidentales. Et, et donc, ces minorités religieuses ont été aussi ciblées. On pourrait dire, et c'est ça le doute, on pourrait dire que c'était une rivalité religieuse, pas tellement
un phénomène raciste de préjugés couplé avec la discrimination. Mais quand même, pour moi, le, la façon d'éclaircir ce phénomène vient avec la conversion forcée et qui a suivi par la discrimination, avec le statut de pureté de sang en Espagne et après au Portugal. Donc, ça est complètement contre tous les principes universalistes de l'Église chrétienne. C'est la première fois qu'il y a des populations aussi larges qui converties, qui ont été après discriminées. Et là, il y a un cas de racisme clair. Mais quand même, vous avez raison, dans le Moyen Âge, il y a pas mal de situations qui supposent déjà un certain niveau de racisme. Je distingue, et ça c'est une question importante, parce que je distingue l'ethnocentrisme qui produit une certaine xénophobie. Les autres sont pires, les autres ne sont pas honnêtes, les autres ne sont pas au même niveau. Donc mais l'ethnocentrisme est très communautaire, très local. Le racisme a cet élan de classer les autres peuples d'une façon beaucoup plus élargie et beaucoup plus endurcie. C'est-à-dire, l'ethnocentrisme peut avoir des préjugés contre les autres, mais ils adaptent individuellement des gens qui viennent, tandis que le racisme est beaucoup plus endurci. Et l'autre aspect du racisme, c'est que il cible des populations beaucoup plus larges qui sont classées d'une façon euh, 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 au niveau universel, au niveau mondial, global. Donc c'est une échelle différente. Merci beaucoup. Et moi, je trouve ça extrêmement intéressant, justement, et vous l'avez abordé déjà à plusieurs reprises, cette idée de conversion, enfin, ce qui s'est passé, c'est ces conversions forcées au christianisme des juifs et des musulmans ou des tziganes aussi, notamment en Espagne. Voilà, à partir de 1449, si je me trompe sur la date, hein, vous me corrigerez, mais vous montrez en fait je trouve qui est très intéressant et qui peut faire écho à des histoires contemporaines aussi, c'est qu'en fait ces conversions, elles n'ont même pas mis fin au racisme, hein, à leur rencontre. Donc voilà, si vous pouvez encore revenir là-dessus, vous avez parlé un petit peu déjà de cette idée de concurrence, de compétition. Et en fait, moi je voulais savoir dans quelle mesure cette analyse, elle peut nous éclairer, voilà, sur notre histoire contemporaine, et notamment l'idée présente dans certains discours, notamment en France, hein, selon laquelle le racisme qui vise les musulmans aujourd'hui disparaîtrait par l'abandon de l'islam pour le christianisme ou par l'adhésion à des valeurs liées à l'athéisme, à la non-religiosité ou au sécularisme, hein. Ce sont des débats assez actuels en France, hein. Vous montrez que, par un exemple historique, que ça n'a pas fonctionné, hein, que le racisme continuait même après un abandon d'une religion, hein. Donc si vous pouvez revenir là-dessus, je trouve ça très intéressant d'un point de vue historique. Oui, ça c'est une très bonne question parce que nous avons des exemples historiques de, de transformation de religion et de racialisation de religion. C'est-à-dire, je parle de transformation par la vision des autres, des chrétiens dans ce cas-là, qui produisent une conception du judaïsme ou de l'islam qui est racialisée. Dans le cas du judaïsme, il y a vraiment une ascendance qui est claire. Dans le cas ethnique, dans le cas de l'islam, est beaucoup plus compliqué parce que c'est une amalgame d'ethnies très diversifiées. C'est-à-dire c'est une religion qui s'est répandue dans le monde, aussi avec un but universaliste, comme le christianisme, et qui résulte d'une amalgame de beaucoup d'ethnies différentes. Ce n'est pas seulement les Arabes qui ont déclenché ce mouvement. Donc, la racialisation de cette religion est encore plus compliquée parce qu'elle ne correspond pas à une réalité ethnique. Euh, et donc, nous avons des phénomènes
de préjugés qui se prolongent après la conversion. Il y a pas mal de cas. Même dans le cas de David Nirenberg, il a travaillé un petit peu là-dessus entre chrétienté et islam au Moyen Âge. Il y a certains cas, même dans l'islam, de conversion de population qui ont été ciblés après, mais pas avec la même dureté, la même extension dans le temps que dans le cas des Juifs et des musulmans convertis dans la péninsule ibérique. Mais donc, il n'est pas clair que le fait que les gens se convertissent résulte dans une intégration. Il y a toujours la suspicion, il y a toujours l'idée qu'ils, d'une certaine façon, ne sont pas sincères, qu'ils dissimulent, ils ont toujours des... C'est curieux parce que toute ma recherche a essayé de surmonter la vision essentialiste. La vision essentialiste que les gens d'une religion ou d'une minorité se comportent de la même façon, la même façon. Ils sont tous euh, 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 d'une certaine façon, ils sont tous euh, définis ou modelés par certaines habitudes, certaines coutumes, et ils n'échappent pas. Et donc, c'est cette vision essentialiste que je rejette. Il y a pas mal de différentes options individuelles et même de groupes. Et on ne peut pas dire que les gens qui participent dans une même religion ont les mêmes comportements. Donc, du point de vue sociologique, vous faites la sociologie, donc ça, il n'y a pas du tout de confirmation de ce supposé. Mais les gens pensent toujours dans ce genre d'essentialisation. Euh, et donc, ce n'est pas évident qu'une conversion forcée ou spontanée pourrait résoudre les problèmes, mais quand même, je trouve que la seule façon de surmonter ce genre de préjugés est de rendre clairs les projets politiques qui sont derrière les actions discriminatoires. Donc ça, c'est un premier pas d'une prise de conscience, de rejet de ce genre de manipulation politique. Le deuxième pas est de, affirmer les droits de l'homme. Les droits de l'homme, j'utilisais l'universalisme du XVIIIe siècle, les droits humains. Euh, et donc, ce qui a été défini par la Déclaration universelle des Nations unies, ce qui a été défini par... Maintenant, cette déclaration, il y a des déclarations régionales, il y a des déclarations de continent et sous-continent, et tout ça a été intégré par la législation des différents pays. Et le problème est de exécuter cette législation parce que euh, la, 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 la norme maintenant est une norme antiraciste. Et parce que le racisme est contre la dignité humaine et fait une division entre des majorités et des minorités, et le racisme facilite la, la, par exemple, des obstacles à l'éducation, facilite des obstacles à l'embauchement, facilite la ségrégation dans dans le logement. Je me souviens, la première fois que j'ai été confronté avec ça, ça a été lorsque j'enseignais à Lisbonne, au Portugal, et je recevais des étudiants de doctorat brésiliens. Ils cherchaient, à ce temps-là, il n'y avait pas de résidence universitaire, ou très peu, et ils cherchaient des places, donc des chambres qui étaient annoncées. Et donc, généralement, c'était une dame qui attendait les téléphones.
Et la première question, et moi j'étais absolument indigné, la première question que la dame demandait, c'était, êtes-vous noir? Ouais. C'était la première question. Et c'était pas un cas, c'était une succession de cas. Donc, le racisme a non seulement une conséquence d'infériorisation des personnes, de diminution. Comme disait Frantz Fanon, il y a une, une intériorisation de l'infériorité projetée par l'ethnie dominante qui utilise le racisme pour affirmer sa domination et pour imposer un sentiment d'infériorité aux autres. Donc, dans le racisme, il y a une diminution de la personne humaine, ce qui pèse sur les possibilités de développement personnel et de développement collectif, et qui pèse aujourd'hui dans l'économie des différents pays. Mm. Parce que si nous avons des minorités qui sont infériorisées, qui sont subjuguées, la contribution de ces minorités pour le développement économique d'un pays n'est pas au niveau qui pourrait être. Donc, il y a des dégâts économiques, personnels, sociaux, qui sont produits par le racisme. C'est pour cela que la seule solution que je vois, c'est de répondre et de veiller à l'exécution de la législation contre le racisme qui définit une norme, qui est une norme de respect de la dignité humaine. Donc, c'est là où nous sommes et nous devons réagir contre cette rhétorique euh, qui, euh, qui, en fait, euh, diminue tout le monde, pas seulement ceux qui sont ciblés, mais tous les autres. Parce qu'au moment où on ne respecte pas une partie de la population, on ne respecte pas l'ensemble. Et donc, c'est ce gain de respect et de dignité humaine qui devrait bénéficier tout le monde. Mm. Merci beaucoup. Ouais, c'est extrêmement intéressant et je reviens sur un point donc, également que vous avez évoqué à plusieurs reprises hein, et vous l'affirmez également dans votre ouvrage, que le racisme finalement il n'est pas naturel et inné, mais ça c'est important dans votre thèse, hein, c'est qu'il est historiquement motivé toujours par des projets politiques. Bah, voilà, je voulais que vous reveniez un petit peu sur cette thèse à nouveau, même si vous l'avez évoqué à plusieurs reprises. Finalement, à quoi il a servi ce racisme d'un point de vue historique, donc dans la justification de l'esclavage, de la colonisation, de l'ordre social européen. Mais finalement, on peut dire à quoi il sert encore aujourd'hui, hein, même si on s'en doute peut-être, mais voilà, est-ce qu'on peut dire qu'il a plusieurs objectifs simultanés? Donc l'exploitation économique, mais pas que, aussi politique de territoires colonisés ou post-coloniaux. Et est-ce que vous auriez peut-être des exemples précis de ces ressources qui sont à la fois économiques, mais aussi politiques ou sociales, qui ont été ou qui restent encore monopolisées aujourd'hui, voilà, notamment par les Européens? Bon, il y a toujours, ce qui est curieux, c'est que les historiens ont cru que les empires euh, étaient d'une certaine façon finis avec la Première Guerre mondiale, avec le débâcle de l'Empire austro-hungarien et l'Empire ottoman aussi. Et après la Deuxième Guerre mondiale aussi, on a vu qu'il y avait d'autres empires qui montaient comme l'Empire des États-Unis, mais c'était plutôt un empire soft, un empire économique, pas tellement un empire direct politique, même s'il y a eu pas mal d'interventions des États-Unis. Mais quand même, il y a eu une vision que les empires seraient remplacés par des États-nations et que la taille des pays serait une taille moyenne et que, d'ailleurs, c'était
la charte des Nations Unies et que tous les pays devraient être respectés de la même façon. Et donc la charte des Nations Unies prévoit non seulement l'autodétermination des peuples depuis, la charte a été approuvée en 1945, c'est très curieux, ce qui a aussi été réclamé par les mouvements de libération des colonies. Et, euh, mais il y avait cette idée que le temps des empires était passé. Ce qui est curieux pendant ces dernières années, avec la tentative de reconstitution de l'Empire russe et les différentes guerres que la Russie a menées pour récupérer les anciennes colonies et aussi Ukraine. Il y a eu une reprise de la logique impériale qui était une logique du 19e siècle militaire euh, qu'on croyait qu'elle a été abandonnée. On croyait que il y avait des empires, mais c'était des empires plutôt économiques, de contrôle des ressources naturelles, d'avoir un accès favorisé pour exploiter des ressources dans plusieurs euh, régions du monde. Mais ce que nous voyons, c'est une reconstitution d'empire très, très motivée par des moyens qui étaient des moyens militaires, qui sont des moyens militaires. Donc, il y a un courrier, et ça montre que l'histoire n'est jamais linéaire. Lorsqu'on pense qu'on a résolu un problème, il y a un retour d'une autre façon, évidemment, mais c'est jamais linéaire. Mais ce qui est, évidemment, il y a des intérêts qui entrent en conflit entre eux, et nous ne pouvons pas dire qu'il y a des visions partagées par tout le monde. Même les intérêts des États-Unis ne sont pas partagés par toute la population. Il y a le gouvernement actuel des États-Unis qui a une certaine vision d'une intervention musculée pour imposer un certain ordre international et avoir un accès privilégié aux ressources naturelles. Et donc même toute la discussion sur l'Arctique et le Groenland est une discussion à propos d'accès aux ressources, la discussion sur le Canada aussi. Donc, nous avons pas mal nous avons une vision de gouvernement qui n'est pas partagée par tous les Américains, c'est évident. Donc, il y a des divergences et nous vivons une période où ces divergences qui ont été toujours, qui ont existé toujours en histoire, mais ces divergences deviennent beaucoup plus euh, exacerbées. Nous ne pouvons pas dire qu'il y a une voie, une vision unique. Donc, c'est très, je dirais pas fragmenté, mais c'est conflictuel. Euh, mais il y a cette vision par exemple, la vision du gouvernement américain est une vision basée sur l'accès au pétrole, sur le contrôle de la distribution du pétrole, et ça, ça devient conflictuel avec une vision de nouvelles sources d'énergie. Et donc, euh, c'est une vision un petit peu datée. C'est-à-dire, nous vivons un moment extraordinaire de nouvelles technologies, de nouvelles possibilités de trouver de nouvelles formes d'énergie, même au-delà de l'énergie solaire ou de l'énergie du vent éolique. Donc, il y a pas mal d'expérimentations là-dessus et nous voyons que cette politique qui a des conséquences militaires et des conséquences sur d'autres populations
est une politique qui n'est pas partagée et qui est très discutable, même du point de vue d'affirmation d'intérêts économiques. Donc, je trouve que l'aspect de contrôle des ressources se répond. C'est quelque chose qui n'a pas été abandonné. Euh, et, et donc, il faut analyser bien les différents mouvements et le retour d'un certain racisme pour justifier les peuples n'ont pas la capacité d'autogouvernement. C'est une topos qui vient d'Aristote, qui vient des Grecs, mais qui est appliquée. Il y a des peuples qui n'ont pas de capacité d'autogouvernement. Nous voyons ça, il y a une rhétorique là-dessus qui revient. Donc, euh, comment le racisme s'est réintroduit du point de vue rhétorique Mhm. aujourd'hui, même si nous vivons sous une norme antiraciste, je crois que c'est vraiment un défi du point de vue de la pratique et de la connaissance. Ouais, c'est extrêmement intéressant. Et c'est vrai, bon, en ce moment, l'actualité est effectivement sur les États-Unis, mais voilà, moi, ça m'a beaucoup fait. Enfin, ces propos que vous teniez, notamment sur les motivations par projet politique du racisme. Si on s'attarde sur la France, hein, euh, en fait, maintenant, enfin, surtout, je pense, enfin, j'espère quand même que voilà, beaucoup de gens sont informés, mais peut-être parmi les plus jeunes hein, ne sont pas encore au courant, mais la France imprime encore hein, la monnaie, encore appelée franc CFA, hein, donc, qui s'appelait avant franc des colonies françaises d'Afrique. Alors là, le nom a changé, maintenant, c'est franc de la communauté financière africaine, mais qui est toujours, hein, pour la plupart des... Il y a 14 pays, je crois, et je crois qu'on imprime le franc pour une douzaine de pays encore. Donc ça, c'est intéressant et c'est vraiment lié à ce que vous dites, hein, qu'il y a encore ce monopole des ressources économiques hein, et que voilà, c'est le cas de plusieurs pays, effectivement. Et donc, moi, je voulais revenir aussi en fait sur alors, le lien que vous faites, quel lien on peut faire hein, sur ce racisme qui serait plutôt ordinaire, quotidien donc les discriminations à l'embauche ou au logement, et ces grands projets politiques et historiques du racisme. Parce qu'en fait, voilà, moi là j'évoque le franc CFA, mais les Français au quotidien peut-être ne sont pas informés hein, que le franc CFA est imprimé dans notre pays, etc. Donc il y a vraiment, parfois c'est tout à fait sincère de ne pas avoir les connaissances hein, sur l'histoire du racisme. Et pourtant, hein, du coup, comment on explique ces pratiques ordinaires? Est-ce qu'elles relèvent de biais individuels inconscients ou elles doivent être comprises aussi comme des mécanismes de reproduction, de rapports de domination, de préservation des privilèges hein, dont on est au fond conscient? Voilà, comment on arrive à expliquer ça au quotidien par rapport à ces projets politiques, si vous avez des aspects à nous faire part. Bon, il y a un aspect de décolonisation qui est très important. Parce que la décolonisation a eu plusieurs volets. Il y a eu le volet de l'indépendance des anciennes colonies. Il y a eu le volet de la migration de pas mal de gens des anciennes colonies vers les anciennes métropoles, pour des motifs économiques surtout. C'est curieux parce qu'il y a comment dire, un renversement des flux coloniaux, donc la migration vers la France, pas l'envers, des populations coloniales, ce qui a pour des motifs économiques, et parce qu'il y avait aussi une idée que l'ancienne puissance coloniale avait une certaine responsabilité historique. Et ce qui est très intéressant parce que ça a déclenché euh, des réactions d'identité. Donc il y a eu une mobilisation identitaire d'une partie de la population résidente dans les anciennes métropoles. Et, et
et ça a déclenché aussi des formes de discrimination des populations immigrées. Et donc, nous vivons, c'est très, très, très connu parce que nous vivons une période de décolonisation. Nous avons concentré nos efforts à considérer l'indépendance des colonies. Et donc, lorsque la décolonisation concernait aussi ce qui se passait dans les anciennes puissances coloniales. Donc, la décolonisation est, est toujours là. Elle ne s'est pas réduite, elle ne s'est pas limitée aux luttes d'indépendance, des guerres d'indépendance, et après l'indépendance, c'est fini. Ce n'est pas du tout comme ça. Mm. Donc, la décolonisation, d'une certaine façon, se poursuit, parce que dans les anciennes colonies, il y a pas mal de structures qui étaient en place. Il y a pas mal de reproductions de, de pratiques coloniales par les nouvelles élites. Et donc, nous avons déjà pas mal d'études là-dessus. Mais parmi les anciennes puissances coloniales, il y a aussi un processus de décolonisation qui est difficile et qui, parce que ces préjugés, une certaine amertume concernant la décolonisation par des élites et par des gens qui étaient dans les anciennes colonies. Et il faut dire que les anciennes colonies fonctionnaient comme un atout pour des populations qui étaient en grande partie démunies et qui avaient, des populations européennes qui avaient une possibilité d'avoir une vie un peu mieux dans les colonies. Donc, le retour des colonies par ces populations et par ses descendants, et dans le cas français, c'était une population coloniale très ancienne, trois générations dans l'Algérie, par exemple. Dans le cas portugais, c'était la première génération dans les colonies. Donc, dans le cas français, le retour de ces populations a été dur parce qu'elles n'avaient pas de liens familiaux, dans la plupart des cas, ou très peu. Dans le cas portugais, l'intégration a été plus ou moins je dirais pas réussi, mais il y avait pas mal de liens parce qu'il s'agissait de la première génération. Donc le cas portugais est le plus est un paradoxe parce que le régime de Salazar a invité les gens à, à émigrer vers les colonies par l'Europe. Et cette invitation s'est faite pendant les années 50, lorsque la colonisation était dans l'horizon. Et la plupart des gens qui étaient dans les colonies en 74, 75, des processus d'indépendance, étaient allés pendant les derniers 20 ans du colonialisme. Donc, il n'y avait pas de rapport il y avait beaucoup de rapports de famille encore au Portugal. Donc, ça fait une certaine différence. Mais il y a toujours un ressentiment. Et Nietzsche disait que le ressentiment, il considère que le ressentiment était surtout un ressentiment des esclaves ou des juifs. Il ciblait aussi les juifs. Mais pour moi, le ressentiment est un sentiment qui est partagé par toute la population. Et le ressentiment des gens qui sont retournés des colonies, des Européens qui sont revenus des colonies, ce ressentiment est assez important. Et donc, nous avons l'amertume de ce que, par ces groupes sociaux qui ont perdu un certain, une certaine façon aisée économique Mm. dont elles bénéficiaient dans l'économie. Donc ça joue un rôle important euh, parce qu'il y a pas mal, si nous comptons les,
l'ensemble des gens, ça a été important, l'impact dans la population. Donc, et après, il y a aussi cette crise d'identité parce que les gens de la France, comme les gens du Portugal, imaginaient une France et un Portugal qui étaient homogènes ou relativement Mhm. homogènes. En France, c'est plus compliqué parce il y avait pas mal de différences régionales qui ont été, vers la fin du XIXe siècle, rendues assez homogènes par le système éducatif. Mais quand même, il y avait des différences régionales beaucoup plus importantes que dans d'autres pays. Mais il y avait cette idée d'une population homogène a fait son chemin. Et au Portugal, c'est encore plus évident parce que c'est un petit pays, et donc avec une notion d'homogénéité de population locale. Et donc, l'immigration des colonies résultante du processus de décolonisation a imposé une certaine crise d'identité et l'intégration de ces minorités est devenue compliquée. Et donc, c'est pour cela que nous devons euh, penser à des mécanismes d'intégration par l'éducation, mais aussi à des mécanismes de comportement qui nous permettent de surmonter tous les préjugés qui sont résultés qui ont résulté de ces projets de la décolonisation. Donc, la décolonisation, c'est quelque chose que nous devons discuter d'une façon très ouverte et avec des processus d'identité qui sont compliqués d'un côté et de l'autre, comment les gens se perçoivent, comment les gens du pays de référence se perçoivent, qui habitaient là, qui sont nés là, comment les immigrés et les nouvelles générations d'immigrés se perçoivent eux-mêmes. Donc, c'est un processus qui doit être envisagé de façon ouverte, avec des formes d'éducation et aussi d'intégration sous le respect des droits humains. Merci beaucoup. Donc j'avais une question, alors, vous avez partagé l'article justement, donc plutôt dans des travaux en sociologie assez récents, en sociologie quantitative, voilà, notamment sur des sujets sur lesquels je travaille. Et il y a un article donc, qui est une méta-analyse, c'est-à-dire un article qui regroupe énormément d'études, de testing, notamment près d'une centaine de testings, donc de tests de discrimination à l'embauche qui ont été faits dans 9 pays, 9 pays, donc Amérique du Nord et en Europe également, et qui montre en fait, donc c'est sorti en 2019, hein, qui montre que les niveaux de discrimination ethno-raciale liés à l'origine migratoire varient fortement d'un pays à l'autre. Et fait notable, la France, hein, malheureusement d'ailleurs, apparaît comme le pays où la discrimination à l'embauche liée à l'origine migratoire géographique est la plus élevée. Tandis que d'autres pays européens et nord-américains présentent des écarts plus faibles, hein, en fonction de l'origine perçue par le nom-prénom du candidat. Et les auteurs soulignent que ces résultats mettent en difficulté, hein, certaines théories, hein, liées à la discrimination. Vous, à partir de votre approche historique du racisme comme phénomène lié à des projets politiques de longue durée, comment expliquez-vous que des pays qui sont souvent perçus comme universalistes ou égalitaires présentent aujourd'hui des niveaux de discrimination élevés? Comment ça se fait que ça varie aussi, hein? Quel héritage historique et institutionnel vous semble voilà, pertinent pour comprendre ces variations contemporaines, hein, si vous avez des éclairages à fournir là-dessus? Bon, il y a deux aspects. D'abord, les pays universalistes et égalitaires ont projeté cette idée d'égalité, comme le cas de la France. C'est une idée qui vient de la Révolution française. Donc, l'idée de liberté, d'égalité, fraternité, donc ça vient de la Révolution française. Ça vient aussi de Rousseau, l'idée de droits humains. Euh, mais ce qui est intéressant dans le cas de la France, c'est que la Déclaration des droits de l'homme, comme il disait à l'époque, a voulu avoir une dimension universelle, pas seulement pour les Français. Donc il y a eu cette ambition très des Lumières, très typique des Lumières,
non seulement regarder son pays, mais d'avoir une ambition d'aider les autres peuples du monde. Et ça, c'est un moment très, très intéressant de générosité, mais c'était une générosité abstraite, en abstrait. Parce que ce que les droits de l'homme envisageaient, c'était en premier lieu les droits des citoyens français mâles, des hommes. Et donc, vous connaissez toute cette histoire, Olympe de Gouges, et l'idée qu'il n'y avait pas de droit pour les femmes. Donc ça, c'est une première question à l'interne de la France. Mais immédiatement, ce qui est curieux, et c'est là que je diverge de vision marxiste, par exemple, d'un certain marxisme. Qui considère que les droits humains sont des droits bourgeois. Il y a comme Emmanuel Wallerstein, il avait cette vision et qui faisait partie d'une rhétorique impérialiste. Et moi, je diverge de cette vision parce que pour moi, les droits humains euh, ont toujours été étendus par des mouvements sociaux. Et donc, si on définit et classe les droits humains d'une façon statique, on ne réussit pas à comprendre ce qui s'est passé du point de vue historique. Parce que la Déclaration des droits de l'homme en France a immédiatement déclenché ou justifié, légitimé la révolte en Haïti, à Saint-Domingue. La révolte des esclaves et des esclaves libres à Saint-Domingue. Et donc, ils ont, d'une certaine façon, ils ont poussé le Parlement français a déclaré l'abolition de l'esclavage, même si des années plus tard, Napoléon a réintroduit l'esclavage. Et donc, c'est un autre cas où l'histoire n'est pas linéaire, il y a Oui. des choses dans un sens et dans le sens contraire. Mais ce qui est curieux, c'est que la révolution haïtienne a poussé le Parlement français à abolir l'esclavage. Pourquoi? Parce qu'ils ont pris à la lettre la déclaration des droits de l'homme. Ils ont dit, nous voulons nos droits. Et donc, ils ont étendu l'idée de droit. Ils se sont appropriés de cette notion de droit et l'ont étendue. Et ça a été développé par beaucoup de peuples dans le monde. Et c'est tout un mouvement qui se répand et qui a des conséquences partout. Par exemple, en Asie, vers la fin du 19e et début du 20e siècle, il y a tout un mouvement qui a été étudié par Tim Harper sur les révoltes partout, dans le sud-ouest asiatique, dans la Chine, dans d'autres, dans le Japon. Il y a pas mal de mouvements sociaux partout, en Inde aussi, en Asie du Sud. Donc, il y a en Afrique après, donc le mouvement panafricain. Donc, il y a pas mal de mouvements sociaux dans le monde où l'idée de droit a été absorbée, a été intégrée et a été élargie énormément. Donc, les mouvements sociaux sont derrière les droits humains. On ne peut pas les classer et les étiqueter d'une façon statique. Et ils se sont développés. Et la Déclaration universelle des droits humains des Nations unies euh, résulte de tous ces mouvements parce que ce n'est pas seulement les droits individuels contre l'État et l'oppression d'État qui est aussi importante, mais il y a aussi, cette déclaration intègre les droits économiques et sociaux. Donc il y a une réflexion sur les mouvements sociaux auparavant des années 30 et après la guerre, comme la Deuxième Guerre mondiale. Et il y a aussi le mouvement d'indépendance des colonies.
qui résulte de la Charte des Nations Unies qui stipule l'autodétermination des peuples. Et donc, ça a été pris en main et ça a été approprié et ça a été développé. Euh, Là, donc l'universalisme et la notion égalitaire dont vous parlez bien résulte d'une projection universelle, mais qui, au début et pendant pas mal de temps, concernait surtout la population du territoire de ces pays, pas les D'accord, colonies. Donc, exactement. cette séparation, et nous retournons sur le problème de colonisation et Euh, décolonisation, ce problème de séparation entre les, euh, les attributs et les possibilités des populations des puissances coloniales euh, euh, à l'origine, dans leur territoire, a été toujours, jusqu'à la fin du colonialisme, a été toujours séparé des colonies. Et c'est là le drame politique que le général de Gaulle a dû envisager, a dû résoudre avec la guerre de l'Algérie. Si les principes du territoire français étaient appliqués partout, dans les colonies, euh, la France aurait été, la politique française aurait été définie par les peuples coloniaux. oui, Donc, donc c'est un conflit qui ne pouvait pas être résoudre sans la fin des colonies. ouais, Parce que les principes qui étaient valables pour la France, s'ils étaient appliqués à tout le monde colonial, donc c'est cette séparation qui est là dès le début de ce qui est défini comme les possibilités, les droits, le cadre légal du pays de la puissance coloniale à l'interne et ce qui était projeté vers les colonies qui était complètement différent. Et donc c'est ce principe de séparation qui est qui est comment dire, qui est le début d'un conflit qui n'est pas possible de résoudre d'une autre façon que par la séparation et l'indépendance des colonies. je remets mon micro. C'est très intéressant. En fait, ben, je rebondis un peu là-dessus, mais donc je vais un peu combiner on approche de la fin des questions. Mais voilà, moi, je voulais un petit peu que vous analysiez cette tension entre un cadre juridique antiraciste, vous en avez parlé, qui est plutôt relativement solide, et pourtant, on voit qu'il y a toujours cette banalisation contemporaine de discours racialisants, racistes dans les médias, voilà, portés par des individus. Mais en fait, pour vous, l'idée, c'est que si on veut en fait, que ce cadre juridique, il est heureusement important, mais qui ne suffit pas, et que un vrai processus de recul durable du racisme, pour vous, c'est la vraie fin de l'impérialisme européen, voilà, des formes de néocolonialisme peut-être. Donc vous allez me dire si j'ai bien compris ce que vous vouliez dire. Et peut-être pour aussi nos auditeurs, c'est les participants de ce webinaire, comment en fait vous définissez l'impérialisme dans sa forme contemporaine. Donc évidemment, il y a cette dépendance économique, hein, la domination monétaire, on en a parlé, ou l'extraction des ressources en Afrique. Voilà, mais comment on pourrait en sortir en fait de ça? Et est-ce que vous diriez, moi ça m'intéressait d'avoir peut-être si vous pouvez montrer qu'il y a peut-être des différences entre le capitalisme et l'impérialisme, notamment parce que le capitalisme repose, au moins en théorie, sur une logique de concurrence, hein, où tous les acteurs sont formellement inclus, alors que l'impérialisme, précisément, hein, ça consiste plutôt à exclure certaines sociétés de cette compétition pour l'accès aux ressources, si je ne me trompe pas, comme un petit peu les juifs et les musulmans, hein, même après une conversion forcée au christianisme, vous l'avez dit, on les a exclus finalement, hein, de la compétition, hein, si je me trompe pas. Mais voilà, est-ce que vous pouvez revenir sur ces différences entre peut-être impérialisme et capitalisme, et si finalement une fin des racismes aujourd'hui, ce serait cette fin de l'impérialisme contemporain? Voilà, j'espère que je suis claire et que je n'ai pas été trop longue. Bon, c'est compliqué parce que le Oui, capitalisme, et je suis d'accord avec les principes dont vous parliez, et le principe de la concurrence et
d'une concurrence équitable, où tout le monde a les mêmes possibilités. Il s'agit d'un champ, euh, je dirais, d'un champ égal pour tous les agents, mais qui, en fait, n'a jamais existé dans sa forme pure. Le capitalisme a été toujours manipulé d'une certaine façon. Il y a eu toujours des sociétés, des associations, des entreprises qui ont contrôlé le marché dans certaines situations. Donc, il y a toujours une manipulation. Ça fait partie, là, je peux dire, ça fait partie de la, la condition humaine. Le but de trouver des privilèges et de trouver des formes d'accès privilégiées. Et donc, cette dynamique de compétition qui est là et qui, d'une certaine façon, manipule les règles du jeu. L'impérialisme pousse cette manipulation à un autre niveau. Donc, il s'agit d'une autre échelle de contrôle des ressources, de domination politique et économique. Euh, c'est très, vous parliez de l'extraction monétaire, et c'est très intéressant parce que la domination américaine, par exemple, repose beaucoup sur la domination du dollar. Et ce que nous voyons aujourd'hui est un processus très, très rapide de déclin de cette domination du dollar. Parce que ça est en train d'être fait d'une façon assez discrète, mais quand même les gens commencent à connaître ce qui se passe. Il y a pas mal de pays qui sont en train, la Chine, le Canada récemment, Danemark, pas seulement des pays qui ont des fonds des investissements sur les valeurs américaines du Trésor américain et qui sont en train de vendre. Mais on parle de centaines de milliards, de millions et même plus que ça. Et donc, la domination américaine qui était basée en partie sur cette euh, importance du dollar comme la monnaie de référence d'échange et d'achat est en train de décliner parce qu'il y a aussi pas mal de pays qui commencent à accepter des paiements pour ces exportations avec d'autres monnaies. Donc, il y a un changement. Nous voyons tous ce changement. On peut dire que avec la transformation du monde et la réduction le développement d'un monde multipolaire, il y aura moins d'espace pour le racisme. Mais quand même, moi j'étais un peu naïf là-dessus, lorsque la première version de mon livre. Mais parce que je me suis dit, bon, avec l'accroissement de l'immigration internationale et le changement vers un monde multipolaire, le racisme aura moins de projections. Mais quand même, c'est curieux parce que le racisme, qui est un obstacle au développement économique, à mon avis, c'est pas seulement, comme j'avais dit avant, c'est un obstacle du point de vue de la personnalité, du point de vue du développement humain, et nous avons maintenant tous ces indicateurs aussi de capacité humaine et de habilité humaine. Maintenant, c'est pas seulement des indicateurs économiques précis, mais c'est aussi des indicateurs sur la capacité de développement humain. Et donc, le racisme est un obstacle en ce qui concerne ces indicateurs et est un obstacle économique aussi. Mais il n'y a pas de doute qu'il est utilisé pour des projets politiques. Il continue à être utilisé
Pas parce que, et dans certains cas, il s'agit d'une nostalgie. Il y a une mobilisation d'une nostalgie du passé colonial. Il y a une nostalgie du passé de domination raciale, ethnique, euh, qui n'a plus de possibilité d'être implémentée ou exécutée aujourd'hui, mais qui mobilise des gens à partir de ressentiments, de ressentiments et de formes nostalgiques d'un passé révolu et qui fonctionne du point de vue politique. Donc, c'est un moment de transition où la décolonisation n'a pas été achevée. Je parle des mentalités et que, il est toujours possible de créer des conflits et de créer des obstacles à l'affirmation euh, de la qualité de la personnalité humaine par cette manipulation d'un passé qui ne va pas retourner. Oui, merci, c'est très intéressant. Alors, pour finir sur une note potentiellement optimiste, est-ce que vous pouvez nous dire si en fait il a existé, parce que vous le mentionnez, est-ce qu'il a existé ou est-ce qu'il existe encore aujourd'hui des sociétés véritablement non racistes? Et je rebondis là-dessus parce que j'écoutais hier, alors en tant qu'historien, même si vous ne travaillez pas directement là-dessus, vous avez peut-être lu des textes, j'imagine, à ce sujet, mais je pense ce qu'on appelait les Cathares, quand on pense au château Cathare en Occitanie, mais donc les Cathares en France, qui eux-mêmes s'appelaient plutôt bons hommes et bonnes femmes. Voilà, bonnes femmes. Je regardais, enfin, voilà, j'écoutais des choses à leur sujet, et qui, à leur époque, donc au XIIe, XIIIe siècle, hein, ils se sont malheureusement fait massacrer hein, par des croisés, mais ils s'opposaient aux croisades. Ils ont même aidé des juifs discriminés, je crois qu'ils ont caché des juifs, en tout cas, voilà, de ce qu'on sait à leur sujet, on n'en sait pas grand-chose. Mais en tout cas, Simone Veil a, donc, pas la femme politique, mais la philosophe, a écrit sur eux en disant ce Moyen Âge qu'on projette comme étant très raciste, en fait, au sein même de ce Moyen Âge, il y avait quand même des formes de résistance internes à la société française et des possibilités. Hein, les personnes à cette époque avaient le choix hein, de rejoindre des courants, en tout cas, qui potentiellement luttaient contre certaines formes de discrimination. Donc voilà, est-ce que vous pouvez revenir sur, peut-être pas des sociétés, mais voilà, est-ce qu'il y a des solutions, en fait, voilà, ou des sociétés véritablement non racistes, ou à chaque fois, même dans des cas fortement, voilà, hiérarchisés, des moyens de s'en sortir, quoi, en fait, voilà. Je ne sais pas si c'est clair, mais... Bien, ça pose deux problèmes. D'abord, comment ces mouvements minoritaires ont été perçus en Europe et comment ils ont été persécutés. Euh, il y a toujours des formes de résistance. C'est très curieux parce que même du point de vue de l'abolition de l'esclavage, la narrative historique concentrait ses attentions sur l'abolitionnisme britannique comme étant exceptionnel. Et il était exceptionnel, c'est vrai, mais aujourd'hui, on connaît pas mal de mouvements africains, de gens esclavagés, mais aussi des gens libres africains qui ont travaillé contre l'esclavage et pour l'abolitionnisme. Il y a pas mal de livres récents là-dessus. Donc, il y a eu toujours des formes de résistance. Mais le problème des Cathares et d'autres minorités, pas seulement ils voulaient affirmer leur choix et leur alternative, leur vision alternative, mais ils soulèvent aussi la question de, de, d'action, vous parliez de croisade. Et ça, c'est très curieux parce que nous avons cette idée historique que les croisades, c'était contre les musulmans Mm, au Moyen-Orient. ok. Après, Alphonse Dupron, j'ai suivi pas mal de séances avec Alphonse Dupron, qui était un grand historien français. Et j'ai fait une bonne partie de ma formation avec des historiens français. Et Alphonse Dupron a parlé des croisades occidentales Mm, mm, en Sicile et en péninsule ibérique. Il a tout à fait raison
de décentrer un petit peu l'idée de croisade. Mais ce qui est curieux, c'est que le pape a déclenché des croisades contre des mouvements qu'il Ah, ça, considérait hérétiques c'est ça. au sein de la chrétienté. Et donc, il a déclenché pas mal, et pas seulement des mouvements hérétiques. En Catalogne, il a déclenché une croisade contre un pouvoir qui échappait au contrôle de la papauté. Euh, donc, et c'était pas un mouvement hérétique. Donc, il a utilisé le mécanisme de la croisade, le pape, pendant ces siècles, pour réduire les mouvements hérétiques, mais aussi pour réduire des mouvements autonomes politiques. En Europe, donc, ce qui pose le problème de comment des mécanismes qui sont établis pour certains buts deviennent utilisés pour d'autres buts Tout à fait. complètement différents. Quand même, je veux dire que vous avez raison, il faut finir avec une note positive. Moi, j'essaie de faire ça dans tous mes livres et articles à peu près. Mais il y a pas mal de résistance. Je crois que cette période récente de retour des impérialismes ne peut pas tenir. Après, parce qu'il y a eu, après la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu pas mal tout un ensemble, toute de législation antiraciste et de législation aussi pour le respect des minorités, pour le respect des petits pays, des pays de dimension moyenne aussi. La période récente qui veut euh, revenir en arrière et reconstituer des empires très militaires, très archaïques, on pourrait dire. Je ne crois pas que ça va être un succès. Je ne crois pas que ça va tenir longtemps parce que la grande majorité de la population du monde n'acceptera pas ce genre d'abus et ce genre de violation de principes élémentaires, pas seulement légales, mais aussi les normes de la vie quotidienne. Vous avez, même dans un système capitaliste, les principes de concurrence font partie d'un minimum de respect et d'un minimum de façon équitable de, de développer des relations économiques. Et donc, il y a une, une perspective de résistance là-dessus et de moyens d'opérations économiques, sociales, politiques, euh, dont le respect viendra. Je suis convaincu qu'il y aura un retour de respect. Et donc, l'histoire fonctionne, et surtout aux États-Unis, c'est écueillé parce que il y a des bons dans un certain sens, après des rebonds en arrière, ou comme on veut, en fonction de nos choix politiques. Mais je crois qu'il y aura maintenant un autre bond dans un autre sens, après, parce que c'est vraiment extrême. Ce qui se passe aux États-Unis maintenant est très extrême. Et donc, à ce moment-là, il y a une résistance, il y a une protestation qui est très étendue. Et donc, je ne crois pas que ça va tenir, parce que aussi, il y a des formes de- Donc, ce que je prévois d'une certaine façon, c'est que les pays moyens, comme le Canada et les autres qui ont déjà commencé à, à se détacher des États-Unis, ça va résulter dans un cadre de déclin des États-Unis. Et donc, il y aura un renversement parce qu'ils sont en train de voir que ce genre de politique est un petit peu suicidaire.
Et donc, je crois qu'il y aura un revers de ce genre de politique dans le sens d'un respect de l'autre, dans le sens d'un respect des normes internationales, pas seulement du côté des droits humains, mais aussi du côté du respect des traités économiques d'autres. Merci beaucoup, Francisco. Et ben oui, c'était extrêmement riche et intéressant. Vraiment, ouais, on est très content d'avoir pu faire cet échange avec vous.